L'univers est fascinant. Et s'il est aussi beau, c'est parce que tout ce qu'on voit dedans est le résultat de réactions, d'interactions et de forces. Le tout d'une extrême complexité. Et si on en vient à parler de force, eh bien c'est parce que ce sont littéralement les piliers de l'univers. Ce qui est possible, ce qui ne l'est pas, ce qu'on observe ou ce qui est invisible. Tout ça concerne les 4 forces fondamentales. Mais quelles sont-elles ? Eh bien, on retrouve l'interaction forte, la plus forte de toutes. L'interaction faible, l'électromagnétisme, et enfin, la gravité, la plus faible des 4. Et si je vous raconte tout ça, c'est parce qu'aujourd'hui, on va faire un zoom sur une de ces forces-là, la force créatrice et destructrice de tout ce qu'on peut observer, la gravité. Imaginez un instant où vous êtes sur une plage, vous lancez un galet en l'air, et il ne retombe pas. Il reste suspendu, là, dans les airs, défiant la loi de Newton. Votre première réaction serait sûrement de dire que c'est tout bonnement impossible, que la gravité ne marche pas comme ça. Et bien pourtant, à l'échelle des galaxies, c'est exactement ce qui se passe. En fait, depuis Newton au XVIIe siècle et Einstein au XXe siècle, nous pensions avoir une description solide de la gravité. Et puis Einstein a raffiné ce cadre avec la relativité générale, qui décrit la gravité comme la courbure de l'espace-temps. 2 piliers inébranlables, du moins en apparence. Mais tout bascule à partir des années 1930. Et surtout dans les années 1970. Mais qu'est-ce qu'il s'est passé ? Qu'est-ce qu'on a découvert pour remettre en question ces vérités qu'on croyait dures comme fer ? Et bien dans cette période, les astronomes se rendent compte que quelque chose cloche. En fait, les étoiles situées au bord des galaxies tournent beaucoup trop vite. Et selon la gravité telle qu'on la connaît, elles devraient être éjectées dans le vide intergalactique. Mais pourtant, elles tiennent en place. Comme si une main invisible les retenait. Et là, on a 2 explications possibles qui émergent. Soit il existe une énorme quantité de matière noire invisible qui exerce une gravité cachée. Soit nos lois de la gravité elles-mêmes sont incomplètes. Et malgré sa complexité, c'est cette deuxième piste beaucoup plus audacieuse qu'un physicien nommé Mordechai Milgrom ose proposer dans les années 1980. Il appelle alors monde, pour Modified Newtonian Dynamics, et c'est-à-dire une dynamique newtonienne modifiée. Une idée radicale qui part pourtant d'une question presque enfantine. Et si Newton et même Einstein avaient besoin d'une correction, mais seulement à l'échelle des galaxies, alors qu'est-ce que monde exactement ? Et surtout, qu'est-ce qu'elle nous dit de la manière dont la science avance, parfois contre ses propres dogmes ? Eh bien, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On va plonger dans l'histoire de monde, voir ce qu'elle explique brillamment, où elle échoue et pourquoi malgré ses limites, elle continue de hanter la cosmologie moderne. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo, je suis trop content de faire cette vidéo aujourd'hui, je suis tout le temps content de faire une vidéo dans tous les cas, parce que j'ai bien compris que vous aimez pas trop les intros trop longues, on va faire rapide, j'ai juste prendre un petit commentaire comme d'habitude maintenant, et on va le lire tous ensemble. T'es si passionné de l'astronomie comme nous, qui te regardons toujours, déjà merci beaucoup, pourquoi ne pas étudier l'astrophysique alors ? Ça te permettra de mieux appréhender le cosmos. T'as raison, Rudolf, mais il y a un souci à ça, c'est qu'en fait j'ai commencé à faire des vidéos à partir de 14 ans, alors au début je faisais des vidéos humoristiques, divertissements, tout ça, ce qui était pas mal en vrai pour mon âge, je faisais des trucs plutôt sympas. J'avais genre fait par exemple Paris-Rennes à vélo, c'était une aventure trop cool à vivre. Et il y a 3 ans, quand je suis sorti du lycée, j'ai switch pour faire du contenu du coup d'astronomie. Et c'est là que j'ai commencé à faire ce type de vidéo là. Et à partir de maintenant, là, je reprends un peu le divertissement sur une chaîne à part qui s'appelle Zebro Hello pour ceux qui n'en ont jamais entendu parler. Donc là-bas, je fais des vidéos avec un pote et là, aucun rapport avec l'astronomie. C'est vraiment type divertissement, gros projet, vlog, aventure, etc. Et l'idée, c'est vraiment de vous faire rire et vous faire vivre des aventures folles quoi. Bref, mis à part ça, pourquoi j'ai pas fait du coup d'études d'astrophysique ? Eh bien tout simplement parce que une fois sorti du lycée, j'ai fait 1 an en école d'audiovisuel et juste après YouTube a vraiment commencé à bien marcher, j'ai commencé à devenir plus indépendant avec ça et à pouvoir vivre tout seul et donc j'ai quitté mes études pour me lancer à fond. Et le souci c'est que si maintenant j'allais en études pour apprendre de l'astrophysique, la physique ou autre, eh bien je pourrais plus faire ce genre de vidéo là parce que YouTube, TikTok, Instagram, tout ça me prend
tout mon temps, parce que honnêtement je compte pas le nombre d'heures que je travaille par semaine, et je dis ça mais c'est pareil pour l'équipe qu'il y a derrière, parce que maintenant je me suis entouré d'une équipe incroyable. Bref, et donc c'est pour ça que je vais pas faire d'études maintenant je suis bien là où je suis, j'adore faire des vidéos surtout, et j'adore parler de ma passion, et c'est déjà pas mal. Et si vous souhaitez me poser d'autres questions, sachez que je fais une vidéo FAQ bientôt, donc posez vos questions en commentaire, et moi j'y répondrai dans une prochaine vidéo. Et même dans tous les cas, commentez, parce que maintenant au début des vidéos, j'aime bien vous partager un commentaire que je viens de lire, et je le redis encore une fois, même si je ne réponds pas à tous les commentaires, je les lis tous, vraiment, allez, 90% je les lis. Donc voilà, sachez que vous n'êtes pas du tout invisible, je prends en compte toutes les critiques, je prends en compte tout ça, et je m'en sers pour m'améliorer. Et juste avant qu'on commence, sachez que vous êtes toujours de plus en plus nombreux à rejoindre la chaîne, et pour ça merci beaucoup. En la rejoignant, vous aurez des avantages exclusifs, comme voir vos commentaires plus mis en avant, ou même voir les vidéos en avant-première une semaine avant leur sortie officielle. Et ça, je vous cache pas que c'est plutôt cool. Et pour la rejoindre, il y a le QR code ici que vous pouvez scanner avec votre téléphone, sinon il y a le lien en description, ou alors le lien en commentaire épinglé. Sur ce, je pense qu'on est bon, on peut continuer du coup, c'est parti. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, comme d'habitude, on va remettre un peu de contexte. On est au milieu du XXe siècle. Les physiciens sont confiants parce que Newton et Einstein ont offert des lois solides pour décrire la gravité. Tout va bien. On se retrouve dans un univers qu'on croyait bien compris. On sait pourquoi les planètes tournent autour du Soleil, pourquoi la Lune reste en orbite autour de la Terre, pourquoi les comètes reviennent après des siècles de voyage. En fait, tout colle. Alors quand on commence à expliquer les mêmes lois aux galaxies entières, on s'attend logiquement à ce que les étoiles obéissent exactement aux mêmes règles. Eh bien, surprise, ce n'est pas le cas. Alors pourquoi ? Eh bien, pour le comprendre, on va rapidement faire un point sur la logique des vitesses stellaires. Alors, imaginons une galaxie spirale, un peu comme une grande roue lumineuse. Au centre, on retrouve un bulbe dense, rempli d'étoiles massives. Et puis, plus on s'éloigne, plus la densité baisse. Ça, c'est ce qu'on a déjà observé. Et normalement, avec la gravité telle qu'on la connaît, proche du centre, la force gravitationnelle est forte. Donc les étoiles doivent tourner vite. Et donc en s'éloignant, cette force faiblit. Donc en théorie, les étoiles devraient ralentir. Et ça, on ne le sort pas de nulle part. Parce qu'en plus d'être logique, c'est exactement ce qu'on observe dans notre propre système solaire. Eh bien oui, parce que Mercure fonce autour du Soleil à près de 50 km par seconde, alors que Neptune, à l'autre extrémité, se traîne à 5 km par seconde. Donc en fait, la prédiction est claire. Plus on s'éloigne du centre galactique, plus la vitesse des étoiles doit diminuer. Sauf que, eh bien, c'est pas du tout ce qu'on voit. En fait, dans les années 1930, Fritz Zwicky étudie les galaxies dans l'amas de coma. Il constate alors qu'elles bougent trop vite pour la masse visible qui devrait les retenir. Mais ses collègues pensent qu'il exagère, que les mesures sont imprécises. Le problème reste alors abandonné pendant près de 40 ans. Parce qu'il va falloir attendre les années 1970 pour que Vera Rubin et son collaborateur Ken Ford reprennent cette problématique avec des instruments révolutionnaires à l'époque, les spectrographes de pointe. Donc ils s'équipent et observent les étoiles aux abords de nombreuses galaxies spirales. Et là, le résultat est implacable. Les vitesses restent constantes, même très loin du centre. Les courbes de rotation, au lieu de chuter comme prévu, s'aplatissent. Autrement dit, les étoiles en périphérie tournent aussi vite que celles proches du centre. Mais pourquoi c'est aussi fou que ça ? Pourquoi c'est un paradoxe ? Eh bien en fait, ce résultat est profondément contre-intuitif. On va prendre un autre exemple avec l'analogie de la balle et de la ficelle. La ficelle, c'est la gravité de masse contenue dans la galaxie. Si la ficelle est trop courte ou trop fragile, la balle s'envole. Eh bien dans les galaxies, la ficelle visible, donc les étoiles, le gaz, les nébuleuses, tout ça n'est pas assez solide pour retenir les étoiles rapides du bord. Elles devraient donc s'échapper, et pourtant elles tiennent depuis des milliards d'années. Et le plus troublant dans tout ça, c'est que ce n'était pas une bizarrerie isolée, parce qu'on observe ce phénomène dans toutes les galaxies spirales. Que ce soit la Voie lactée, Andromède, ou des dizaines de galaxies spirales observées, le même schéma apparaît. Et ça ne s'arrête pas là. Parce qu'on fait aussi le même constat dans les amas de galaxies, où les vitesses des galaxies membres défient la masse visible calculée. Partout, les données crient la même chose. Il manque quelque chose dans notre compréhension. Quelque chose qui nous permettrait de comprendre. Parce que le pire dans cette affaire, c'est que c'est un problème impossible à ignorer. Parce qu'on pourrait aussi penser que c'est ici une petite erreur de mesure. Que ça arrive, mais non. Les instruments étaient fiables, les résultats reproductibles, et surtout, l'écart était colossal. Mais de quel écart on parle exactement ? Eh bien, on parle de la différence entre la masse calculée, c'est-à-dire la masse qui permet à la galaxie de garder ses étoiles les plus éloignées, et la masse visible de la galaxie. Donc, la masse additionnée de chacun de ces astres. En règle générale, on tolère au maximum un écart de 5 ou 10% entre la masse calculée, donc théorique, et la masse visible, donc observée. Mais là, c'est complètement aberrant.
Parfois, il manquait 90% de la masse attendue pour expliquer la cohésion des galaxies et des amas. C'est-à-dire qu'il y a un écart de 90% entre la masse observée et la masse théorique de certaines galaxies. Bon, alors je sais que c'est assez abstrait ce que je raconte, mais vous inquiétez pas, on va prendre un exemple. Imagine une toupie géante qu'on fait tourner. Pour qu'elle reste stable et ne s'envole pas en morceaux, il faut qu'elle soit lourde à la base. Parce que plus elle tourne vite, plus il faut de poids en bas pour l'ancrer. Et là, les astronomes observent les galaxies comme s'ils voyaient cette toupie tourner à toute vitesse. Ils calculent le poids nécessaire pour qu'elle ne s'effondre pas. Et là, surprise, la toupie a l'air presque vide. Elle ne contient que 10% du poids attendu. Mais elle continue pourtant de tourner comme si elle en avait 100%. C'est comme si une roue de vélo qu'on voit tourner à toute vitesse n'était fait que de quelques rayons et d'un pneu ultra léger. Normalement, elle devrait s'effondrer instantanément. Mais non, elle tient. Alors forcément, on se demande, est-ce qu'il y a une masse cachée qu'on ne voit pas? Ou bien est-ce que les règles qui expliquent pourquoi la roue tient ne sont pas celles qu'on croyait? Bref, en clair, nos équations fonctionnaient parfaitement à l'échelle du système solaire, mais semblaient échouer lamentablement dès qu'on passait aux grandes structures cosmiques. Et comme on vient de le voir avec notre toupie, les astronomes se retrouvent alors face à un mur, tiraillés face à un dilemme. Soit il existe une quantité gigantesque de quelque chose d'invisible qui maintient les galaxies cohérentes, soit les lois de la gravité que l'on croyait universelles ne sont peut-être valables que dans certaines conditions. Mais à ce stade de l'histoire, une seule chose est sûre. Les galaxies tournent trop vite pour ce qu'on voit. Et cette énigme allait devenir l'une des plus grandes secousses de la physique moderne. Mais maintenant, l'enjeu est de trouver des réponses. Qu'est-ce qui permet ce phénomène ? Comment ça marche? Et pourquoi? En fait, ce qui s'est passé, c'est que lorsque les astronomes ont commencé à constater que les galaxies tournaient trop vite pour leur masse visible, deux options se sont ouvertes. Soit il existe une masse supplémentaire invisible qui maintient la cohésion, soit nos lois de la gravité sont incomplètes. Mais étonnamment, la majorité de la communauté scientifique, dès les années 1970, a choisi la première hypothèse. C'est-à-dire qu'ils pensent qu'il doit exister une matière invisible, qui ne brille pas, qui n'émet pas de lumière, mais qui exerce bien une attraction gravitationnelle. Et c'est comme ça qu'est née une des idées les plus révolutionnaires mais énigmatiques de la physique, la matière noire. Une masse invisible mais bien réelle. Mais qu'est-ce que c'est exactement? En réalité, la matière noire c'est simplement une hypothèse en astrophysique. En fait, ce serait une forme de matière invisible qui ne brille pas, qui n'absorbe pas et ne réfléchit pas la lumière. Et donc de fait qu'on ne peut pas la voir directement avec un télescope. Et pourtant, on pense qu'elle existe, car elle exerce une gravité mesurable. En fait, elle agit comme une colle cosmique, qui maintient les galaxies et les amas de galaxies ensemble. Et pourquoi l'a-t-on inventée? Eh bien, ça découle directement des observations qu'on a faites sur les galaxies. Parce que quand on mesure la vitesse des étoiles dans les galaxies, on se rend compte qu'elles tournent beaucoup trop vite par rapport à la masse visible. Alors qu'en théorie, à ces vitesses, elles devraient être éjectées de la galaxie. Donc la seule façon de les retenir, c'est d'ajouter une énorme quantité de masse invisible. C'est ça, la promesse de la matière noire. Une masse qu'on ne voit pas, mais dont on déduit la présence à partir de ses effets gravitationnels. Et ce n'est pas complètement incohérent avec nos prédictions. Parce que, pour vous donner quelques chiffres, la matière visible, donc les étoiles, planètes, gaz, poussière, bref tout ce qu'on connaît et tout ce qu'on peut observer, eh bien ça ne représente qu'environ 5% de l'univers. Eh bien d'après des prédictions, la matière noire, elle occuperait environ 27% de l'univers. Et le reste, eh bien on pense que c'est de l'énergie noire, à 68%. Un autre mystère encore plus étrange, qui est probablement responsable de l'accélération de la vitesse de l'expansion de l'univers. Mais bref, autrement dit, tout ce qu'on connaît de visible ne représente qu'une toute petite fraction du cosmos. Mais de quoi la matière noire est-elle faite? Est-ce qu'on le sait? Eh bien non. Et c'est d'ailleurs là que réside tout le mystère. Mais voici ce qu'on sait. Ce n'est pas de la matière ordinaire. C'est-à-dire qu'elle n'est pas composée d'atomes, de protons ou d'électrons. Ce n'est pas du gaz invisible non plus, parce qu'on l'aurait détecté. Et ce n'est pas non plus des étoiles mortes ou des trous noirs en masse. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien les physiciens ont imaginé des particules hypothétiques, les WIMPs, qui sont des particules massives à interaction faible, des axions, des minuscules particules ultra légères, ou alors des neutrinos stériles, qui sont en quelque sorte les cousins fantômes des neutrinos. Et malgré 50 ans de recherche intensive, aucune particule de matière noire n'a jamais été détectée directement. On a construit des détecteurs enterrés sous des montagnes. On a scruté le ciel avec des télescopes gamma. On a cherché des signatures dans les collisions du LHC, un accélérateur de particules, l'un des plus puissants du monde. Mais toujours rien. Aucune particule de matière noire n'a été retrouvée. Mais on baisse pas les bras pour autant. Donc, s'il faut retenir quelque chose sur la matière noire, c'est une hypothèse dominante qui explique bien les observations. Mais son problème fondamental, c'est qu'elle reste invisible.
et insaisissable. Du coup, l'idée paraît très étrange. Comment affirmer l'existence de quelque chose qu'on ne voit pas? Eh bien en fait, en astronomie, on est habitué à voir l'invisible grâce à ses effets. Je m'explique. Par exemple, on ne voit pas directement les trous noirs. Ce qu'on observe, c'est la danse des étoiles autour d'eux, ou le gaz chauffé en tombant dans leur champ de gravité. De la même manière, la matière noire est comme une présence fantôme. Elle ne brille pas, mais sa gravité façonne le cosmos. Et le plus fou dans tout ça, eh bien, c'est que cette idée semble de moins en moins folle, parce que les preuves s'accumulent. En soi, la matière noire n'est pas qu'une solution pratique pour expliquer la rotation des galaxies. Et avec le temps, d'autres indices indépendants sont venus renforcer cette hypothèse. Mais quels indices? Eh bien, il y en a 3 principaux qui guident vers l'existence de la matière noire. Et le premier, ce sont purement et simplement les amas de galaxies. En fait, dès 1963, l'astronome suisse Fritz Zwicky observe que les amas de galaxies dans l'amas de Coma se déplacent trop vite. En théorie, elles devraient s'échapper de l'amas, sauf si une énorme quantité de masse invisible les retient. Zwicky parle alors de matière sombre pour la première fois. À l'époque, personne ne le prend vraiment au sérieux, mais il avait vu juste. Ensuite, il y a les lentilles gravitationnelles, prédit par Einstein pour ce cas-là. En fait, ce qu'il a prédit, c'est qu'une masse importante déforme l'espace-temps, et donc la lumière des objets lointains. Et en observant des amas de galaxies, les astronomes voient des arcs lumineux étranges. En réalité, ce sont des galaxies d'arrière-plan, déformées par une gravité gigantesque. Et là, on a un problème, parce que la masse visible ne suffit pas à créer une déformation aussi forte. Donc la matière noire doit être là, invisible, mais pesant lourd dans la balance cosmique. Et le dernier indice, eh bien, c'est la structure à grande échelle de l'univers. Parce que si on a fait une simulation numérique de l'univers en expansion sans matière noire, les galaxies se forment trop tard et de façon trop désordonnée. En revanche, si on ajoute une composante invisible qui agit comme une colle gravitationnelle, alors l'univers simulé ressemble exactement à ce qu'on observe. Des filaments géants de galaxies, des vides immenses, des superamas formés très tôt. Donc d'après ces simulations, la matière noire serait un ingrédient indispensable pour expliquer l'architecture de l'univers, tel qu'on le connaît aujourd'hui. Donc en soi, même si on ne sait toujours pas exactement ce que c'est, la matière noire reste aujourd'hui la solution la plus acceptée. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'elle explique plusieurs phénomènes en même temps, comme les galaxies, les amas, les lentilles gravitationnelles. Mais elle a un talon d'Achille, son invisibilité totale. En fait, tant qu'on n'aura pas trouvé la particule responsable, une question dérangeante planera à la surface du problème de fond. Et si la matière noire n'existait pas du tout? Et si à la place, c'était notre compréhension de la gravité qui était incomplète? Et c'est exactement cette idée que certains physiciens ont commencé à explorer. Plutôt que d'ajouter une masse invisible, ils se sont demandé « et si ce n'était pas la galaxie qui posait problème, mais nos équations ?» C'est là qu'entre en scène une théorie audacieuse proposée dans les années 1980 par le physicien Mordehai Milgrom. Mordehai ou Mordehai, je sais pas. La théorie monde. Ou Modified Newtonian Dynamics. Donc comme je l'ai dit, la dynamique newtonienne modifiée. C'était une idée révolutionnaire, parce que la gravité de Newton, et plus tard la relativité générale d'Einstein, étaient vus comme des piliers indestructibles de la physique moderne. Y toucher revenait à remettre en question des siècles de certitude. Mais concrètement, c'est quoi derrière la théorie monde? Bon déjà, la proposition de Milgrom est subtile. Il ne dit pas que Newton ou Einstein se sont trompés partout, mais que leurs lois ne s'appliquent pas dans tous les régimes de l'univers. En fait, quand les accélérations sont fortes, comme dans notre système solaire, où la gravité est intense près du Soleil, les lois classiques fonctionnent parfaitement. Mais quand on atteint des accélérations extrêmement faibles, comme celles ressenties par une étoile située à la périphérie d'une galaxie, la gravité ne se comporte plus comme prévu. Elle devient un peu plus forte que ce qu'indiquent les équations de Newton. Et cette idée, c'est exactement ce qui expliquerait pourquoi les étoiles lointaines ne s'échappent pas. Elles ne sont pas retenues par une matière invisible, mais par une gravité modifiée. Et pour formaliser son idée, Milgrom introduit une nouvelle constante fondamentale, qu'il appelle A0. Mais alors, à quoi elle sert? Eh bien, quand l'accélération est supérieure à A0, la gravité suit la loi de Newton telle qu'on la connaît. A l'inverse, quand l'accélération est inférieure à 0, la gravité change de comportement. Elle devient plus puissante, du moins suffisamment pour stabiliser les étoiles aux confins des galaxies. Comme vous avez pu vous en rendre compte, cette constante agit comme une sorte de frontière invisible de l'univers, une limite cosmique en dessous de laquelle la gravité entre dans un autre régime. Milgrom imagine donc un univers avec 2 visages de la gravité. Le régime classique, donc celui que nous connaissons où les planètes tournent autour du Soleil et où les sondes spatiales suivent fidèlement les trajectoires calculées par Newton et Einstein. Et le régime modifié, celui des grandes structures cosmiques où les accélérations sont infimes et où la gravité
s'activent différemment pour compenser. C'est une sorte de dualité cosmique. L'univers aurait une règle pour le quotidien et une règle pour les situations extrêmes. Alors je sais, c'est très théorique, c'est pour ça qu'on va faire un petit exemple qui vous parlera sans doute mieux. Imaginez une voiture. Vous roulez à haute vitesse, le moteur répond normalement, selon les lois classiques. Mais quand vous descendez en dessous d'une vitesse très faible, par exemple 2 km/h, la voiture s'active dans un mode spécial d'assistance qui vous permet d'avancer plus facilement que prévu. Eh bien, c'est exactement ce que propose Milgram pour l'univers. À forte accélération, la gravité suit les règles normales, donc celles établies par Newton et Einstein. Et à faible accélération, la gravité bascule dans un mode spécial, un peu comme une boîte de vitesse cachée qui se déclenche uniquement dans ces conditions extrêmes. Mais changer ces lois si fondamentales, comment ça a été pris par la communauté scientifique? Eh bien, quand Milgram publie ses travaux, la réaction est immédiate. Scepticisme, voire moquerie. Modifier Newton ou Einstein semblait pour beaucoup un sacrilège scientifique. La majorité des chercheurs préféraient la solution matière noire, parce qu'elle permettait de sauver la gravité sans la changer. Pourtant, la théorie monde avait un pouvoir de séduction redoutable. Avec une seule hypothèse et une constante universelle, elle expliquait les courbures de rotation de dizaines de galaxies. Pas besoin d'ajouter 90% de matière invisible. La gravité elle-même se suffisait. Donc même si la majorité de la communauté scientifique est restée prudente, certains astrophysiciens ont été intrigués. Monde semblait capturer une vérité cachée sur l'univers, ou du moins une régularité qui méritait d'être prise au sérieux. Bon, ok. On vient de voir qu'est-ce qu'était monde en surface. Mais je vais refaire un petit tour pour être sûr que vous avez bien compris. Et on va essayer d'aller plus loin. Parce que quand on regarde purement son mécanisme, quelle portée elle a exactement? Comme on l'a vu, la gravité newtonienne fonctionne comme une loi géométrique. Plus on s'éloigne d'une masse, plus la force chute rapidement. C'est exactement ce qui explique pourquoi Mercure, proche du Soleil, fait à une vitesse folle, alors que Neptune, beaucoup plus loin, se déplace lentement. Mais encore une fois, le problème est que ce schéma ne se retrouve pas dans les galaxies. Les étoiles en périphérie se comportent bizarrement, comme si elles n'avaient jamais entendu parler de Newton. Et c'est là qu'intervient Monde, qui propose une idée simple. Il existe 2 régimes de gravité. On va imaginer la gravité comme une route avec 2 limitations de vitesse. En ville, sous forte accélération gravitationnelle, comme près du Soleil, on roule à la Newton. La règle est stricte, bien connue, et tout colle avec les observations. Mais dès que vous passez en campagne, quand l'accélération devient extrêmement faible, les règles changent. Là, on est en mode monde, et la gravité ne s'épuise plus aussi vite. Et cette bascule est définie par une constante universelle complètement inédite, A0. Et pour vous rafraîchir la mémoire, ce seuil A0 agit comme une ligne de démarcation, une frontière entre 2 mondes. Au-dessus de A0, Newton règle sans partage, et en dessous, la gravité adopte une nouvelle loi, celle de monde. Mais est-ce qu'on connaît la valeur de ce point de bascule? Eh bien oui, et elle est minuscule. Environ 10 puissance moins 10 mètres par seconde carré. C'est tellement petit que dans le système solaire, on n'atteint jamais ce seuil. Mais dans les galaxies, aux confins, les étoiles sont pile dans ce régime. Donc, on peut voir A0 comme une sorte de seuil cosmique, une frontière invisible qui sépare 2 univers de gravité. On va prendre l'exemple d'une étoile située à la limite d'une galaxie. Avec Newton, la gravité est si faible que cette étoile devrait ralentir. En théorie, son orbite ne devrait même pas tenir. Mais avec Monde, au lieu de s'effondrer, la gravité se met en seconde vitesse. Elle garde plus de force que prévu, juste assez pour maintenir l'étoile dans une orbite stable. Résultat, on obtient exactement ce qu'on observe dans les télescopes. Des vitesses stables, des galaxies qui tiennent ensemble. Et je sais pas si vous avez fait attention, mais j'ai utilisé le terme de seconde vitesse. Et ce n'est pas un hasard. Parce qu'une des meilleures façons de se représenter monde, c'est de prendre l'exemple d'une voiture hybride. Alors oui, on reste dans le domaine automobile, vous avez compris. Mais vous verrez que ça a son importance. Pour une voiture électrique, en dessous d'une certaine vitesse, c'est le moteur électrique qui fonctionne. Au-dessus, c'est le moteur thermique qui prend le relais. Eh bien, monde, c'est pareil. La gravité a 2 modes de fonctionnement. Le Newton et le moteur classique, utilisés dans toutes les situations ordinaires. Mais aux très faibles accélérations, le moteur monde s'active, garantissant que les étoiles tiennent leur orbite. Mais qu'est-ce que ça change d'imaginer la gravité de cette façon? Bon, là, vous avez sûrement l'impression que je me répète beaucoup, mais je vous assure que vous allez comprendre après. Qu'est-ce que ça change d'imaginer la gravité de cette façon? Quelles sont les conséquences directes de ce modèle? Eh bien, en fait, la force de monde, c'est qu'elle colle aux données sans ajustement compliqué. Les courbes de vitesse des étoiles dans les galaxies s'expliquent directement avec la loi modifiée. On n'a pas non plus besoin d'ajouter de masse invisible,
ou de bricoler des amas de matière noire. Et même mieux encore, Monde a parfois prévu à l'avance les courbes de rotation de galaxies, qui n'avaient pas encore été mesurées. Et quand les astronomes ont pointé leurs instruments, les observations correspondaient. Et ça c'est fou, parce que non seulement ça prouve son efficacité, mais ça en fait l'un des rares cas en astrophysique où une hypothèse exotique arrive à être prédictive de manière si élégante. Imagine une balançoire qu'on pousse doucement. Avec Newton, si on pousse de moins en moins fort, la balançoire finit par s'arrêter. Logique. Mais avec Monde, même si on arrive dans ce régime de toutes petites poussées, il existe un mécanisme subtil qui continue d'entretenir le mouvement. C'est comme si l'univers lui-même soufflait un tout petit peu sur la balançoire pour qu'elle ne s'arrête jamais. De la même manière, dans une galaxie, Monde donne ce coup de pouce invisible qui empêche les étoiles périphériques de se détacher. Alors voilà, j'espère que vous avez un peu mieux compris cette théorie, mais si vous avez toujours des choses que vous ne comprenez pas, il faut juste retenir que Monde n'a pas besoin d'inventer une masse invisible. Elle se contente de modifier la règle du jeu. Elle introduit une seule nouvelle constante universelle, A0. Et à partir de là, les comportements des galaxies s'expliquent naturellement. En soi, c'est une solution élégante, presque minimaliste, parce qu'on ne rajoute pas une entité hypothétique, comme la matière noire. On ne fait qu'ajuster une loi existante. Donc en gros, Monde propose un univers à deux régimes, avec cette frontière invisible A0 qui agit comme un seuil cosmique. C'est une idée simple, mais audacieuse. Mais une idée, aussi élégante soit-elle, ne vaut rien sans confrontation avec la réalité. La grande question est alors, est-ce que Monde fonctionne vraiment lorsqu'on l'applique aux galaxies que nous observons? Eh bien, c'est là que l'histoire devient passionnante. Parce que non seulement Monde colle aux observations, mais parfois, elle l'a même fait mieux que la matière noire. Alors vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer. Bon déjà, il y a ces histoires de rotation galactique. Comme on l'a vu, quand on applique Monde aux galaxies spirales, celles qui ressemblent à la Voie lactée avec leurs bras enroulés, les résultats sont bluffants. Parce que le seul point de comparaison à l'époque, c'était la matière noire. Et elle faisait un peu parler d'elle. En fait, le problème avec la matière noire, c'est que les astrophysiciens doivent ajuster au cas par cas la distribution de matière noire invisible autour de chaque galaxie pour coller aux données. C'est comme si on avait besoin d'ajuster la quantité de distribution et la répartition de matière noire pour chaque galaxie. D'un autre côté, ça veut aussi dire que les galaxies sont toutes uniques, chacune dans son paramétrage de matière noire unique. Si on poursuit un peu le raisonnement, la matière noire d'une galaxie pourrait en fait être une sorte de carte d'identité interstellaire. Mais bref, si on oublie un peu cette mystérieuse matière et que pour la même galaxie, on applique le théorème de Monde, qu'est-ce qu'il se passe? Eh bien rien. Ne serait-ce que tout est potentiellement parfait. En fait, avec Monde, une seule formule suffit. On prend la masse lumineuse observée, comme les étoiles ou le gaz, et la loi Monde donne directement la bonne courbe de rotation, sans réglage supplémentaire. Et c'est ça qui a surpris tout le monde. Le Monde n'a pas été inventé après coup pour coller aux observations d'une galaxie précise. Elle les prédisait avant qu'on les mesure, avec autant de précision. Mais ce n'est pas tout. Non, il y a une autre preuve incontestable. Parce qu'au final, l'un des plus grands succès de Monde, c'est d'expliquer naturellement la fameuse relation Tully-Fisher. Mais qu'est-ce que c'est? Observée dès les années 1970, cette relation dit que la vitesse de rotation d'une galaxie spirale est proportionnelle à la racine quatrième de sa masse lumineuse. Alors oui, c'est pas évident. Autrement dit, il y a une loi simple et universelle qui relie la masse visible d'une galaxie et la vitesse à laquelle ces étoiles tournent autour du centre. Et avec la matière noire, cette relation est difficile à expliquer. Enfin, plus exactement, il faut ajuster les modèles pour que ça marche. Alors qu'avec Monde, la relation Tully-Fisher sort automatiquement des équations. C'est une conséquence directe du seuil d'accélération à zéro. C'est un peu comme si la théorie Monde révélait une harmonie cachée dans les galaxies. Une loi simple derrière une immense diversité. Mais ce qui est vraiment intriguant, c'est son impressionnante précision. Je m'explique. Quand on compare théorie et observation, on se rend compte que Monde ne se contente pas de donner une tendance générale. En fait, dans des centaines de galaxies spirales, les vitesses mesurées coïncident presque point par point avec les prévisions Monde. Alors comment on sait? En fait, les chercheurs ont parfois superposé la courbe calculée par Monde avec les données des télescopes. Et les deux se recouvrent presque parfaitement. Donc oui, on a aussi des valeurs expérimentales observées. Par exemple, on a la petite galaxie NGC 1560, qui est très pauvre en étoiles et donc dominée par les effets aux faibles accélérations. Et bien en fait, les données montraient une petite bosse dans sa courbe de rotation. Pour expliquer cette bosse, on s'est d'abord dirigé vers la matière noire. Sauf qu'avec elle, il fallait bricoler la forme du halo invisible pour l'expliquer. Et comme on ne savait pas si elle existait vraiment, on a alors modifié la gravité avec Monde. Et là, surprise, la bosse sortait toute seule du calcul.
uniquement à partir de la matière visible. Donc en fait, un des arguments les plus frappants des défenseurs de monde, c'est qu'elle a parfois été plus prédictive que l'hypothèse de matière noire. Par exemple, dans plusieurs galaxies naines, dont les mouvements d'étoiles semblaient erratiques, Monde a prédit la forme exacte des courbes de rotation avant même qu'elles soient mesurées. Et lorsque les observations sont enfin arrivées, elles correspondaient à la prédiction Monde, alors que la matière noire demandait encore de nombreux ajustements. C'est comme si Monde lisait directement dans la matière visible, sans avoir besoin d'ajouter une couche invisible par-dessus. Mais ça ne le fait toujours pas. Enfin, ça marche, mais conceptuellement, ça bloque chez nous. Mais pourquoi c'est si troublant? Eh bien, ce qui rend Monde fascinante, c'est qu'elle marche presque trop bien dans ces contextes. On pourrait presque dire que c'est une théorie sur mesure pour les galaxies spirales. Alors forcément, ça pose une question. Est-ce que Monde a vraiment mis le doigt sur une nouvelle loi de la nature? Ou est-ce juste une coïncidence mathématique, un modèle qui marche bien dans un cas particulier, mais qui échouerait ailleurs? Alors c'est précisément ce doute qui amène la suite. Parce que si Monde a brillé dans le cas des galaxies spirales, qu'en est-il ailleurs? Dans des contextes plus extrêmes, comme les amas de galaxies, ou le cosmos à grande échelle. Est-ce que cette théorie marche tout le temps? Eh bien oui, parce qu'on vient de voir à quel point Monde réussit brillamment à décrire les galaxies spirales, au point d'éclipser parfois l'hypothèse de la matière noire. Mais une bonne théorie en physique ne doit pas seulement marcher ici ou là, elle doit tenir debout partout, dans tous les contextes de l'univers. Et c'est précisément là que Monde commence à rencontrer de sérieuses difficultés. Parce que comme on va le voir, pas tout dans l'univers va dans son sens. Et on va commencer tout de suite avec un des talons d'Achille de Monde, les amas de galaxies. Bon, pour ceux qui ne le savent pas, et comme son nom l'indique, les amas de galaxies sont d'immenses structures regroupant parfois des centaines de galaxies liées par la gravité. Déjà en 1933, Fritz Zwicky avait remarqué que les galaxies, dans l'amas de Coma, se déplaçaient trop vite pour que l'amas reste lié. Avec la matière noire, c'est simple. On suppose un énorme halo invisible qui maintient tout en cohésion. Et cette problématique est résolue. Par contre, avec Monde, ça ne marche pas. En fait, les vitesses restent encore trop élevées pour être expliquées uniquement par la masse visible. Donc même en appliquant Monde, il manque encore de la masse dans certains amas. Certains défenseurs de Monde avancent qu'il pourrait s'agir de matière ordinaire, mais non lumineuse, comme le gaz chaud ou encore les neutrinos massifs. Mais ce point reste une faiblesse majeure, mais ce n'est pas tout. Un autre ennemi de Monde, c'est le fond diffus cosmologique. Alors qu'est-ce que c'est? On en a déjà parlé, mais le fond diffus cosmologique, ou rayonnement fossile de l'univers, c'est une carte incroyablement précise de l'univers tel qu'il était 380 000 ans après le Big Bang. Et le problème, c'est que les fluctuations qu'on y observe sont directement liées à la répartition de la matière visible ou non à cette époque. Mais ce qui est étrange, c'est que si l'univers est bien identique dans toutes les directions, comme le stipulent certains principes, alors on a un problème. Parce qu'on n'est pas censé voir de fluctuations. Mais soit, admettons que ce soit le cas. Comment on les explique, ces fluctuations quantiques primordiales? Eh bien, avec la matière noire et Monde, et aussi fou que ça puisse paraître, le modèle, avec matière noire, colle remarquablement bien aux données du CMB mesurées par les sondes WMAP et Planck. Alors que Monde, elle, a beaucoup plus de mal à reproduire ces motifs. Donc en fait, à grande échelle, Monde semble perdre son pouvoir prédictif. Et si le sujet vous intéresse, j'en ai dédié une vidéo complète, qui s'appelle L'axe du mal. Et elle explique plus profondément ce qu'on voit du CMB. Mais vous inquiétez pas, je vous la mettrai à la fin de la vidéo pour que vous puissiez la voir après. Bref, on va voir un dernier coup dur pour Monde, et pas des moindres. L'épreuve du Bullet Cluster. Et pour être encore plus précis, c'est ici un des coups les plus durs pour Monde. Il s'est produit en 2006 avec l'observation du fameux amas du Bullet Cluster, ou amas du boulet. Mais qu'est-ce que c'est? Eh bien, il s'agit de deux amas de galaxies entrés en collision à grande vitesse. Les télescopes ont pu observer le gaz chaud concentré au centre est visible en rayon X, et la masse gravitationnelle révélée par les effets de lentilles gravitationnelles, décalée par rapport au gaz. Avec la matière noire, l'explication est naturelle. Elle traverse sans interagir et reste associée aux galaxies. Tandis que le gaz visible, lui, est freiné par la collision. Par contre, avec Monde, c'est un vrai casse-tête. Comment expliquer que la gravité semble se trouver là où il n'y a pas de matière visible? Eh bien, on ne sait pas. Et c'est ce qui, pour beaucoup d'astrophysiciens, le Bullet Cluster est l'image choc qui prouve que la matière noire est réelle et que Monde ne suffit pas. Donc au final, Monde seul ne peut pas tout expliquer. Et si on devait résumer, il faut retenir qu'aux échelles galactiques, Monde est spectaculaire, mais qu'aux échelles encore plus grandes, comme les amas de galaxies ou encore l'univers primordial, la théorie se heurte à des limites sérieuses. Mais certains chercheurs ne s'avouent pas vaincus. Certains ont essayé de combiner Monde avec des particules exotiques, comme des neutrinos massifs. D'autres ont développé des extensions relativistes de Monde, comme TVS, qu'on verra bientôt. Mais c'est clair qu'une théorie Monde pure et simple
ne suffit pas à expliquer l'univers tel qu'on l'observe aujourd'hui. Et c'est justement ce constat qui a poussé certains physiciens à chercher des compromis, des sortes de versions avancées de monde. Parce que même si elle échoue sur certains points, il ne faut pas oublier que monde réussit trop bien ailleurs pour être jetée à la poubelle. Elle a alors été prolongée, transformée, de sorte à essayer de la rendre universelle. Et c'est maintenant ce qu'on va voir. On va voir les tentatives de prolonger monde avec des versions relativistes et des modèles hybrides. Mais on va revenir sur un point important. Pourquoi monde doit évoluer? En fait, monde dans sa version originale des années 1980, c'est une correction des lois de Newton, très efficace pour calculer la vitesse des étoiles dans une galaxie. Mais comme on l'a vu, limitée. Eh bien oui, parce que Newton n'est qu'une approximation. Depuis Einstein, on sait que la gravité est une déformation de l'espace-temps. Or, monde, en version newtonienne, ne sait pas beaucoup de choses. Elle ne sait pas expliquer la courbure de la lumière qu'on peut observer avec des lentilles gravitationnelles par exemple. Elle ne sait pas non plus rendre compte du fond diffus cosmologique, ou encore traiter des phénomènes à très grande échelle, comme on l'a démontré. Donc en fait, monde marchait très bien dans son domaine, à savoir les galaxies. Mais il fallait la ramener dans le grand stade cosmologique. Et pour ça, il fallait lui donner une version relativiste. Et c'est là qu'intervient Jacob Bekenstein, en 2004. Sa proposition, c'est TVS, pour Tensor Vector Scalar Theory. Mon accent anglais est horrible. Mais qu'est-ce que c'est? Concrètement, c'est une couche supérieure posée sur Einstein. En fait, Einstein utilisait un champ tensoriel pour décrire la gravité. C'est ce qui courbe l'espace-temps. Mais Bekenstein a ajouté un champ vectoriel, ce qui permet de donner une direction préférentielle et un champ scalaire qui ajuste l'intensité de la gravité. Avec ces ingrédients, on obtient une théorie qui devient une vraie bête de la course. Parce qu'elle reproduit monde quand les accélérations sont faibles. Elle respecte la relativité restreinte et générale. Et surtout, elle permet de courber la lumière comme la matière noire le ferait. En clair, TVS donnait enfin à monde une paire de lunettes relativistes, capable de voir où monde ne voyait pas. Mais cette sophistication a un coût, parce que la théorie finale est lourde et pleine de paramètres à ajuster. Et en plus de ça, certains la trouvent moins élégante que la matière noire, ce qui lui a valu pas mal de critiques. Mais il y a d'autres modèles encore, d'autres variantes de monde relativiste. Eh bien oui, parce que Bekenstein a ouvert la voie, mais il n'était pas le seul. Plusieurs pistes parallèles ont été explorées. Mais lesquelles? Eh bien déjà, il y a les théories FR. Elles modifient directement les équations d'Einstein en changeant la façon dont la courbure de l'espace-temps répond à la matière. C'est comme si on retouchait la formule d'Einstein avec des termes supplémentaires. Certains produisaient naturellement des effets similaires à monde, donc elles sont plutôt encourageantes. Ensuite, il y a la théorie de la gravité émergente, écrite par Erik Verlinde en 2016. Verlinde nous propose une idée radicale. Et si la gravité n'était pas une force fondamentale, mais un phénomène statistique comme la température? Dans ce cadre, monde apparaît automatiquement à grande échelle, quand on considérait l'information stockée dans l'espace-temps. C'est un peu comme si la gravité serait à l'univers ce que les vagues sont à la mer. Individuellement, elles ne sont que des molécules d'eau, mais à grande échelle, elles créent une structure émergente. Et ça, c'est une toute nouvelle vision de l'univers, qui est d'ailleurs encore à l'étude. Et enfin, on va voir les théories hybrides. Et oui, comme leur nom l'indique, elles combinent monde avec un peu de matière noire exotique. Par exemple, les neutrinos massifs. Ces modèles essaient de prendre le meilleur des deux mondes. Monde pour les galaxies et la matière noire pour les amas et le cosmos. Parce qu'au final, qui a dit que ces deux hypothèses ne pouvaient pas se compléter? Mais dans tous les cas, la vraie interrogation est là. Monde est-elle une nouvelle loi de la nature? Ou bien seulement un signal partiel d'une théorie plus grande encore, inconnue? Eh bien, l'histoire de la science nous invite à l'humilité. Par exemple, vous le savez peut-être pas, mais au début, l'orbite étrange de Mercure défiait Newton. Pendant 50 ans, certains ont cherché une nouvelle planète, Vulcain, pour expliquer l'anomalie. Mais la réponse n'était pas une planète invisible, c'était une nouvelle physique, la relativité générale d'Einstein. De la même manière, monde pourrait être notre Mercure moderne, un indice que quelque chose de plus profond attend d'être découvert. Bon, ok, on avance bien, on vient de voir que monde, pour survivre face aux exigences de la relativité et des observations, a dû se complexifier. Parfois, jusqu'à perdre un peu de sa simplicité initiale. Entre TVS, les théories FR ou bien la gravité émergente, on perçoit bien que monde est plus qu'une simple idée locale. C'est une véritable tentative de réécrire les lois de la gravité. Mais la science ne se décide pas dans les bureaux des théoriciens. Elle joue sur le terrain, dans les télescopes et dans les expériences. Et c'est là que le grand duel intellectuel prend place. Et j'aimerais qu'on revienne rapidement dessus. D'un côté, la matière noire, hypothèse dominante depuis un demi-siècle. Solide sur le plan cosmologique, mais encore insaisissable, expérimentalement. Et de l'autre, monde, élégante et précise dans les galaxies, mais en difficulté dès qu'on élargit l'échelle. Deux visions du monde, deux manières d'expliquer la même anomalie. Là,
on va les confronter directement. Monde vs matière noire. On y est. Après tout ce chemin, on arrive au cœur du débat, parce qu'au fond, les astronomes et physiciens ne sont pas divisés sur le problème. Tout le monde s'accorde pour dire que quelque chose cloche dans la dynamique des galaxies et de l'univers à grande échelle. La vraie question est, est-ce que c'est parce qu'il y a une matière invisible qu'on ne voit pas encore, mais qui est bien là, et qui colle les galaxies ensemble? Ou est-ce que ce sont les lois de la gravité elles-mêmes qu'il faut corriger quand on sort de leur zone habituelle? Deux visions du monde, deux explications radicalement différentes. Mais on va commencer par la version dominante, la matière noire. Imaginez une grande arène. La matière noire est le champion en titre, celui qui domine depuis plus de 50 ans. Elle explique non seulement les vitesses des étoiles dans les galaxies, mais aussi la formation des grandes structures cosmiques, comme les amas et superamas de galaxies. Elle explique aussi le fond diffus cosmologique, comme on l'a vu, cette image fossile de l'univers 380 000 ans après le Big Bang, dont les petites fluctuations correspondent parfaitement à un modèle avec environ 85% de matière noire. Et enfin, elle explique assez facilement les phénomènes de lentilles gravitationnelles, où la lumière est courbée par une masse invisible. Bref, elle est intégrée de manière cohérente dans le modèle standard cosmologique. Mais malgré tout ça, la matière noire reste introuvable. Aucune particule détectée en laboratoire. Aucun signal clair dans les détecteurs souterrains ou LHC. Une vérité insaisissable. Et de l'autre côté de l'arène, on retrouve la Challenger, la théorie monde, qui joue la carte de l'élégance mathématique avec une seule constante fondamentale, A0. Elle explique pourquoi les étoiles en périphérie des galaxies spirales tournent aussi vite que celles du centre. Elle rend compte naturellement de la relation Tully-Fisher, qui lie la luminosité d'une galaxie à la vitesse de rotation des étoiles. Et dans de nombreux cas, Monde prédit les vitesses observées sans ajustement. Un vrai tour de force théorique. Mais Monde a des failles. Dans les amas de galaxies, même en corrigeant la gravité, il manque encore de la masse invisible. Le fameux bullet cluster qu'on a vu et qui reste un vrai casse-tête. Parce qu'on observe directement, via les lentilles gravitationnelles, une masse décalée par rapport à la matière visible. Et plus largement, sur l'univers entier, Monde n'arrive pas à reproduire aussi bien que la matière noire, les grandes structures et le CMB. En gros, Monde brille à petite échelle avec les galaxies, mais s'essouffle à grande échelle. Et malgré sa beauté et sa complexité mathématique, la majorité de la communauté scientifique reste pro-matière noire. Mais pourquoi? Eh bien parce que la science aime les modèles universels capables de tout expliquer en même temps. Et même si Monde est élégante, elle marche surtout sur les galaxies spirales. La matière noire, elle, explique presque tout, de l'évolution de l'univers depuis le Big Bang, en passant par la répartition des galaxies dans le cosmos, jusqu'aux observations de plus en plus précises du CMB. Autrement dit, Monde est une belle pièce du puzzle, mais la matière noire reste l'image globale qui assemble tout. Mais attention, ça ne veut pas dire que Monde est morte, loin de là. Elle est tellement précise dans les galaxies que certains cosmologistes se disent que, même si la matière noire existe, Monde a vu juste, sur un aspect fondamental qu'on ne comprend pas encore. Au fond, peut-être que Monde capture une partie de la vérité, une approximation d'une théorie plus profonde qui engloberait à la fois la matière noire et la gravité modifiée. Ou alors, peut-être que les deux visions sont vraies en même temps. Une partie de la matière noire, mais aussi une correction de la gravité dans certaines conditions extrêmes. C'est pour ça qu'on dit souvent que Monde est l'épine dans le pied du modèle standard. Elle empêche les physiciens de se reposer trop vite sur leurs certitudes. Donc en fait, le duel Monde contre matière noire n'est pas juste une querelle académique. C'est une bataille pour comprendre ce que sont vraiment la gravité, la matière et l'univers. D'un côté, un modèle dominant, mais encore incomplet. De l'autre, une théorie minoritaire, mais d'une précision troublante. Et tant qu'aucune détection directe de matière noire n'aura lieu, le débat restera vivant et ouvert. Mais au-delà de ce duel théorique, entre matière noire et Monde, une question brûle les lèvres. Qui a raison? Et surtout, comment trancher? Parce qu'en silence, les débats ne se règlent pas dans les couloirs des universités, ni dans les conférences, mais dans les données. Ce sont les observations toujours plus précises qui départagent les théories. Parce que, depuis quelques années, grâce à une nouvelle génération d'instruments, nous avons une avalanche de données qui permettent de tester directement les prédictions de la matière noire et celles de Monde. Et parmi les sondes qui récoltent des données très importantes sur le sujet, on retrouve Gaia, une espèce de loupe qui zoome sur les mouvements stellaires. En fait, en 2013, l'Agence spatiale européenne a lancé le satellite Gaia, une mission extraordinaire qui cartographie plus d'1 milliard d'étoiles de la Voie lactée, avec une précision inégalée. Chaque étoile est suivie dans ses positions, vitesses et trajectoires. Et ça ne permet pas que de reconstituer la dynamique globale de notre galaxie, mais aussi de zoomer sur les petites galaxies naines,
satellites qui gravitent autour de nous. Et là, les théories matière noire, mais surtout monde, sont au taquet. Mais pourquoi c'est si crucial pour monde? Eh bien parce que ces galaxies naines sont de véritables laboratoires naturels. Leur gravité interne est si faible qu'elle devrait être dominée par les effets monde, si ceux-ci existent vraiment. Mais d'après les observations, certaines galaxies naines suivent parfaitement les prédictions de monde. D'autres, en revanche, semblent mieux coller au scénario matière noire. Donc en fait, Gaïa n'a pas clos le débat, mais a rendu la confrontation encore plus fine. Désormais, on ne peut plus se contenter de grandes approximations. Les modèles doivent être précis au cas par cas. Et c'est pourquoi on va quitter Gaïa pour aller voir un autre satellite, lui très connu, le télescope spatial James Webb. Alors on sait à peu près tous à quoi il sert, mais quelle est sa place dans ce combat monde vs matière noire? Eh bien en fait, James Webb a ouvert une fenêtre inédite sur l'univers primordial, quelques centaines de millions d'années après le Big Bang. Et là, surprise, il a révélé des galaxies plus massives et organisées que ce que prévoyaient les modèles standards de formation galactique avec matière noire. Autrement dit, les galaxies semblent s'être formées plus vite que prévu. Pour Monde, c'est une carte intéressante à jouer. Comme sa gravité renforcée facilite la formation des structures à petite échelle, ces résultats pourraient lui donner un regain de crédibilité. Mais du coup, côté matière noire, les cosmologistes réajustent leurs simulations. Peut-être que les premiers nuages de gaz ont été plus efficaces que prévu pour former des étoiles. Ce bras de fer montre bien que chaque nouvelle donnée peut faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Et je sais pas si vous avez fait attention, mais quand je vous ai présenté Gaïa, j'ai parlé des galaxies naines, des cas extrêmes. Mais en soi, qu'est-ce que c'est? Facile, les galaxies naines sont petites, mais elles posent des questions géantes. En fait, certaines, comme NGC 1052 DF2 ou DF4, semblent contenir très peu de matière noire, voire presque pas du tout. Ça colle mal avec le paradigme classique. Mais Monde non plus n'arrive pas toujours à les expliquer correctement. D'autres, au contraire, semblent saturés de matière noire et résistent aux prédictions de Monde. Ces exceptions sont en fait précieuses. Elles forcent les théoriciens à affiner leur modèle. Peut-être qu'aucune des deux théories n'a totalement raison, mais qu'une vérité intermédiaire se cache derrière. Mais du coup, on n'avance pas dans notre partage de ces deux visions. Alors comment faire? Eh bien, l'une des signatures les plus puissantes pour départager Monde et la matière noire, ce sont les lentilles gravitationnelles. En fait, dans le scénario matière noire, les galaxies et amas doivent courber la lumière bien au-delà de leur masse visible. Sauf que Monde, elle, prédit une courbe renforcée à faible gravité, mais sans halo invisible. Et les données récentes montrent que, pour de nombreux amas de galaxies, les lentilles sont trop fortes pour être expliquées par Monde seul. Mais, avec ces corrections, il manque de la masse. C'est un des points les plus durs contre Monde. C'est l'une des raisons pour lesquelles la majorité des cosmologistes restent prudents. Peut-être que la solution à ce combat est une théorie, qui serait une sorte de compromis. C'est-à-dire qu'elle utiliserait la base de la théorie Monde et de la matière noire. Et aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Bon, en résumé, la matière noire reste le modèle dominant, toujours cohérent avec le CMB et les grandes structures, mais avec une absence persistante de détection directe. De son côté, Monde continue d'impressionner par sa précision sur les galaxies spirales et reste soutenu par un noyau dur de chercheurs. Mais aujourd'hui, c'est un peu spécial. En fait, la situation actuelle est paradoxale. Le modèle matière noire est indispensable à grande échelle, et Monde reste imbattable à petite échelle. Et entre les deux, il y a un vaste champ de recherche qui tente de construire des théories hybrides ou unifiées. Alors comment avancer? Si la matière noire est réelle, il faut la trouver. Et si Monde reflète une nouvelle gravité, il faut la tester plus directement. Et c'est précisément ce qu'on va voir au travers des expériences et observations futures, celles qui pourraient enfin trancher le débat. Mais on va en voir que quelques-unes, vous en faites pas. On va commencer tout de suite par Euclide, qui est une mission de l'Agence spatiale européenne lancée en 2023, dédiée à la matière noire et à l'énergie noire. Son objectif sera de cartographier la forme et la distribution de milliards de galaxies sur 10 milliards d'années-lumière. En fait, Euclide va mesurer les distorsions de lumière dues aux lentilles gravitationnelles faibles, ce qui permet de cartographier la répartition de la matière noire dans l'univers. Et là, plusieurs cas de figure sont possibles. Si Monde est correct, Euclide devrait trouver des signatures de gravité modifiées plutôt que des halos massifs. Par contre, si la matière noire existe vraiment, Euclide va dessiner sa carte d'identité cosmique à l'échelle de l'univers. Ensuite, il y a Vera Rubin Observatory, qui est un télescope géant au Chili. D'ailleurs, je l'ai vu de loin quand j'étais au Chili pour faire mon documentaire, que je vous mettrai à la fin de cette vidéo. Je l'ai déjà sorti, ça fait bientôt 1 an que j'ai sorti. Le temps passe vite. Bref, son but, c'est de réaliser un grand film du ciel jamais produit. Juste ça. Mais en fait, il va photographier l'ensemble du ciel austral toutes les 3 nuits, pendant 10 ans. Résultat, un catalogue de l'objet céleste sans précédent, incluant des millions de galaxies naines, des sursauts lumineux et des détails fins de la structure cosmique. Grâce à cette mission, Monde sera testé en profondeur sur les galaxies naines et sur leur dynamique. Et pour ce qui est de la matière noire,
Ce télescope aidera à comprendre comment les structures se forment et vérifiera si le scénario classique est cohérent avec l'évolution du cosmos. Et enfin, on va voir une dernière mission qui devrait voir le jour dans les années 2030. SKA. Mais alors qu'est-ce que c'est ? Eh bien c'est un radiotélescope géant en Afrique du Sud et en Australie, composé de milliers d'antennes. Sa spécialité sera d'écouter l'hydrogène neutre de l'univers et cartographier son évolution depuis les premières étoiles jusqu'à aujourd'hui. L'avantage avec SKA, c'est qu'on pourra suivre en direct la formation des structures cosmiques, le test ultime pour départager monde et la matière noire. Et en parlant de ça, il y aura toujours en parallèle la chasse aux particules de matière noire. Eh bien oui, parce que pendant ce temps, dans les laboratoires souterrains, la quête continue. Les détecteurs comme Xenonte, Lux Zeppelin ou le futur Darwin traquent les hypothétiques WIMPs, ces particules massives qui pourraient constituer la matière noire. D'autres expériences visent les axions, avec des instruments comme ADMX, IAXO ou MADMAX. Et ça pourrait tout changer. Si une particule de matière noire est découverte, ce sera un triomphe pour les modèles standards cosmologiques. Mais si au contraire les expériences échouent encore dans 20 ans, l'hypothèse monde ou d'autres théories alternatives pourraient revenir en force. Mais parfois, il vaut mieux ne pas confronter ces deux visions. En fait, certains chercheurs commencent à explorer des modèles intermédiaires, qui mélangent un peu de matière noire et un peu de monde. Par exemple, une matière noire spéciale, qui en plus de sa gravité, interagit avec les baryons, pour renforcer certains effets monde. Ou encore des théories de gravité émergente, où monde apparaît comme une approximation locale d'une réalité plus vaste. Et comme je l'ai dit il y a quelques minutes, ces scénarios hybrides sont comme des compromis. Ils tentent de sauver ce qu'il y a de meilleur dans chaque camp, au prix d'une complexité accrue. Mais on se rend quand même bien compte que le cœur du problème, c'est la gravité. Mais du coup, quel avenir pour la gravité et la cosmologie au XXIe siècle ? Parce que quelque part, le débat autour de monde et de la matière noire dépasse la simple question technique. Il interroge la nature profonde des lois de l'univers. La gravité est-elle vraiment universelle, telle que Newton et Einstein l'ont décrite ? Ou cache-t-elle encore des surprises ? La majorité de la masse de l'univers est-elle invisible ? Ou bien, nos équations doivent-elles être réécrites ? Et surtout, comment une théorie née pour expliquer la rotation des galaxies pourrait-elle bouleverser toute la cosmologie moderne ? D'ici 20 ou 30 ans, il est probable que nous ayons une réponse claire. Ce sera soit la confirmation éclatante de la matière noire, soit la naissance d'une nouvelle gravité, soit encore un scénario mixte qui dépasse nos catégories actuelles. Mais au-delà des données et des équations, il y a une question profonde. Que signifie pour la science remettre en cause une loi fondamentale ? Parce que finalement, le débat autour de monde n'est pas seulement une histoire de galaxies et de gravité, c'est une histoire humaine, celle de chercheurs qui osent dire « et si Newton et même Einstein n'avaient pas tout à fait raison ?» Bon déjà, une loi fondamentale en physique n'est pas censée être révisée à la légère. Newton a tenu 2 siècles, au point que sa mécanique semblait définitive. Puis Einstein est arrivé, montrant que dans certaines conditions extrêmes, Newton n'était qu'une approximation. Monde s'inscrit dans cette lignée d'hérésie créative. Elle dit que la gravité classique marche très bien, mais qu'à très faible accélération, il faut la corriger. C'est un peu comme si un musicien découvrait qu'une mélodie parfaite, jouée très fort, devient légèrement fausse quand on la joue pianissimo. Et même, comme vous le savez peut-être, l'histoire des sciences est pleine de moments où une idée absurde devient la nouvelle norme. Comme Copernic qui déplace la Terre du centre du monde. Darwin qui retire à l'humanité son statut à part dans la création. Ou encore Einstein qui bouleverse l'espace et le temps. Monde, pour certains, pourrait être de cette trempe. Elle propose que la gravité elle-même, l'une des forces les plus fondamentales, ne soit pas universelle, mais à 2 vitesses. Et même si elle ne s'impose pas comme la théorie finale, elle a déjà forcé des physiciens à regarder autrement les galaxies et à reconnaître que les équations, aussi belles soient-elles, doivent toujours se plier aux observations. Trop souvent, les théories alternatives sont perçues comme marginales, voire gênantes. Mais en réalité, elles jouent un rôle central, essentiel même, parce qu'elles bousculent le consensus. Elles poussent la communauté à affiner ses arguments, et elles ouvrent des pistes qu'on n'aurait jamais envisagées autrement. Dans ce sens, même si Monde devait être abandonné demain, elle aura rempli sa mission. Montrer qu'il existe d'autres façons d'expliquer l'univers, comme une expérience de pensée grandeur nature, qui oblige tout le monde à sortir de sa zone de confort. Donc au final, qu'on y croit ou non, Monde a une valeur énorme. Elle rappelle que les lois de la physique ne sont jamais gravées dans le marbre. Elle illustre la tension permanente entre mathématiques élégantes et la réalité rugueuse des observations. Et elle montre aussi que la science avance non seulement par confirmation, mais par doute et contestation. En un sens, Monde est une invitation à l'humilité. Nous croyons comprendre la gravité depuis 300 ans. Et pourtant, les étoiles à la périphérie des galaxies nous disent encore quelque chose nous échappe. Donc en fait, Monde dépasse le cadre d'une simple équation modifiée. Elle est le symbole, celui du courage intellectuel de défier un consensus, et celui de la capacité de la science à accueillir des idées
hétérodoxe. Et même si elles ne s'avèrent pas la vérité finale, monde restera dans l'histoire, comme une théorie qui a forcé la communauté scientifique à penser autrement, la gravité et la matière. Et c'est là toute la beauté de la science. Ce n'est pas seulement une quête de réponse, c'est aussi une école du doute, où chaque hypothèse, même iconoclaste, peut devenir une étape vers une compréhension plus profonde de l'univers. Bon, pour y voir plus clair, on va faire un petit résumé. Depuis plus d'un demi-siècle, les astronomes observent un mystérieux phénomène. Les étoiles, aux confins des galaxies, vont trop vite. Elles sont là, tournant à des vitesses impressionnantes, sans être expulsées dans le vide spatial. Ce qui devrait d'ailleurs arriver avec ce genre de vitesse. Et pour répondre à ce modèle, deux réponses majeures se sont affrontées. La matière noire, une masse invisible, qui maintient les galaxies par sa gravité. Et monde, la théorie audacieuse de Milgram, qui propose que la loi de Newton, elle-même, change dans certaines conditions. On a vu alors comment Monde explique remarquablement bien les courbes de rotation galactique, comment elle réussit là où la matière noire reste floue, mais aussi où elle échoue, face à des observations comme les amas de galaxies ou le Bullet Cluster. Mais on a surtout vu comment la matière noire, malgré son absence de détection directe, reste aujourd'hui le modèle dominant, soutenu par le cadre plus large de la cosmologie. Mais au-delà des équations, ce débat révèle quelque chose de plus profond. La science est une aventure humaine, faite de certitudes fragiles, de doutes nécessaires et de paris intellectuels. Monde n'est peut-être pas la réponse ultime, mais elle a ouvert des brèches, obligé les physiciens à penser autrement et montré qu'oser contester des dogmes est parfois le chemin vers le progrès. Si Monde a raison, ce sera une révolution digne de Newton ou Einstein. On aura réussi à prouver que même les lois que nous pensions les plus solides pouvaient se plier devant les observations. A l'inverse, si la matière noire finit par être confirmée, Monde restera comme une étape décisive. Un miroir qui aura obligé la communauté à tester ses convictions avec une rigueur inédite. Au final, Monde nous rappelle une vérité essentielle. L'univers ne se conforme pas à nos lois. Ce sont nos lois qui doivent apprendre à écouter l'univers. Maintenant, j'aimerais que vous me disiez ce que vous avez pensé de cette vidéo. Ça me permettra de m'améliorer pour les prochaines. N'oubliez pas de remercier l'équipe qui a permis de créer cette vidéo en commentaire. Je vous dis le nom de toute l'équipe. Pauline, Thomas, Hugo, Christelle et Thibaut. C'est grâce à eux que cette chaîne évolue autant et c'est grâce à vous qu'elle permet de se développer comme ça. Je vous mets ici les deux vidéos donc sur l'axe du mal et le documentaire où j'étais allé au Chili. J'en ai parlé dans cette vidéo, donc allez voir, franchement les deux sujets sont hyper intéressants, vous devez voir ces deux vidéos. Ma chaîne dédiée au divertissement avec mon pote Zebro juste au-dessus de ma tête, et pour vous abonner vous avez juste à cliquer sur ma tête ici et à cliquer sur le bouton s'abonner, c'est gratuit. Vous pouvez aussi rejoindre la chaîne, donc là c'est payant mais ça permet de développer la chaîne encore plus. Merci beaucoup, merci à ceux qui me suivent aussi sur Spotify sur mon podcast Mystère Étoile, c'était Zebro, à bientôt.